Bienvenue sur cet épisode des Unes. Je suis Chloé Lune, votre hôte. Et aujourd'hui, j'interviewe Eric Amrit. Bonjour Eric Amrit. Bonjour. Et Satam. On va parler des passages, de la cyclicité, du corps, du soin, de relations, des doulas, et aussi de notre capacité de choix, d'action, de notre souveraineté, du service et de nos mains comme la continuité du cœur. Après cet équinoxe d'automne, on commence à rentrer dans ce temps où les feuilles tombent, où le climat change. Il y a quelque chose qui mute, on laisse tomber. On laisse se défaire, on se laisse se séparer. Et la nature, elle est dans cette phase-là. Donc voilà, c'est le temps des séparations, peut-être le temps aussi du deuil, le temps où on commence à rentrer dans le silence. Ça peut être le temps des poumons, donc peut-être le temps des larmes, le temps d'intégrer aussi toutes les stimulations de l'été. Donc c'est notre phase, je sens ça. En fait, pour toi, à chaque saison, à chaque nouveau cycle, on a des invitations différentes. Oui, et même si on est mu par cette nature et cette organicité des saisons et du temps, intrinsèquement, puisqu'on fait partie de cette nature et qu'on est la nature. Pourtant, toute citadine que je suis à Paris, je sens très fortement aussi que je peux être en reliance avec ça. En tout cas, me le dire aussi, me le rappeler, et me dire que c'est ok, ce temps aussi de l'entre-deux. Pour toi, il n'y a pas besoin d'être dans un champ ou en pleine montagne pour sentir la connexion. J'adore être dans un champ et en pleine montagne. Je sens que j'ai besoin de ces espaces de haute vibration où je peux me reconnecter à la terre de manière très très concrète et très sauvage. La nature sauvage, elle reconnecte directement dès que j'y suis. C'est instantané. Mais c'est pas pour autant que, malgré les années ici à Paris, ça se désagrège pas. Ça, c'est assez incroyable. Cette sensation d'être en capacité, et je pense que c'est notre nature humaine vraiment, de pouvoir s'adapter et d'être ce qu'on est profondément, où que ce soit. Je crois que c'est important ce que tu nommes parce que souvent j'entends cette notion de séparation, de difficulté, de se sentir justement ancré, soutenu, en lien avec les éléments. Ouais. Et de ne pas se sentir séparé. Moi, je ressens aussi qu'il y a des cycles, du coup à l'extérieur, des cycles des saisons, mais il y a aussi des cycles pour nous. Ouais, de ne pas se sentir dissocié d'un brin d'herbe ou d'une feuille ou d'un arbre, d'une racine, d'un petit insecte ou d'une baleine, du plancton, d'une étoile, de vers de terre. Aujourd'hui, tu as choisi d'être yoga-doula. Je sais aussi qu'avant, tu étais comédienne. Il y a plein d'autres casquettes personnelles. Celle qui danse, celle qui aime, celle qui joue, celle qui écrit, celle qui écoute. Et j'ai l'impression que tu as mis quand même un point d'honneur à accompagner ces passages de la vie. En tout cas, ces passages humains, humanoïdes, même si c'est très relié sans doute au cycle des saisons, des éléments. Est-ce que tu veux nous en parler ? Je sens que tu parlais de non-séparation et d'intégration. C'est un continuum, c'est une évidence. Ça parle du vivant, ça parle de respiration. Donc d'être comédienne, pour moi, c'est pas si éloigné. C'est même, je dirais, ça fait partie aussi et d'être yoga doula, c'est très semblable en fait. C'est deux aspects au service d'un texte, au service d'une histoire, au service d'une équipe de personnages. Et la doula, elle est aussi au service d'une équipe, d'un
d'un acteur principal, le bébé qui fait son entrée là au 3e acte ou 4e acte. On va se mettre vraiment au service d'une histoire qui s'écrit là en temps réel et toujours unique. Et la représentation au théâtre, elle est toujours unique. Il y a toujours une magie parce qu'on est mu aussi dans cette interaction entre nous, dans cette famille, dans ce relationnel, et porté et soutenu par les émotions. Ce que ça m'évoque, c'est que comme l'acteur, l'actrice, la doula, elle s'efface en fait en tant que personne au service, comme tu l'as dit, d'un rôle ou d'une action. J'imagine aussi que les personnes qui vont nous écouter dans ce podcast, elles savent pas, peut-être pas forcément ce que c'est une doula. Je me rends compte dans mon entourage qu'à chaque fois que je nomme ce mot, les gens sont comme doula, c'est quoi ce truc ? Ouais. Oui, elle s'efface, je dirais exactement comme l'acteur n'a pas intérêt à tirer la couverture à lui, à imposer sa vision, à être dans son ego finalement, mais plutôt vraiment au service d'une œuvre qui nous dépasse. La doula, elle est au service aussi d'une œuvre qui nous dépasse. Et la doula, elle est là et c'est doux. J'ai envie de dire, c'est doux et c'est là. L'étymologie vient de domus, la maison. Donc elle a quelque chose comme ça qui contient, qui rassure, qui ancre, qui embrasse, qui soutient. Elle est au service et en grec ancien, on dit même elle est en esclavage. C'est un peu, waouh, pour nous ça paraît être une sorte de soumission. Mais elle s'efface tellement pour être comme un prolongement. Et moi d'ailleurs, j'ai très souvent eu cette sensation de transparence dans ma vie, d'être transparente. Et quand je rentre en salle de maternité, par exemple, avec une famille, une maman, je me mets vraiment dans cette posture de m'effacer totalement et d'être juste un prolongement. Et des fois, j'ai l'impression que personne ne me voit. Et ça, c'est hyper grisant. J'adore ça. Parce que je peux faire mon travail et je peux être au service pour faire en sorte que tout chemine dans le bon sens. Tout avance tel que ça doit être, sans rien croire. J'adore cet état d'être, de fondre avec n'importe quoi, même avec de la matière. Me fondre dans un décor, me fondre... Tu comprends ce que je dis ? Ouais, carrément, je suis fascinée parce que j'avais cette image de me dire, mais fondre dans un décor, du coup, je t'imaginais un peu comme un caméléon, tu sais. Et j'avais différentes images de décors de théâtre ou de cinéma, tu vois, où je t'imaginais... Du coup, voilà, c'était parti dans cet imaginaire. J'entends ce que tu dis quand tu parles de fondre. Est-ce que tu fais une différence entre le service et la dévotion ? Et comment tu comprends ce mot dévotion ? J'entends le mot dévot, être totalement dévoué, et j'aime beaucoup cette notion de service. Après, je pense que c'est un mot qui est dans plein de domaines, être au service. Ça me parle plus, parce que c'est comme si ça sortait d'un quelconque dogme, ou j'ai l'impression que ça ratisse large. Moi, j'ai l'impression que quand je suis au service, je m'aide aussi moi-même. Et il y a quelque chose de très réparant. Je sais pas si ça te parle aujourd'hui, du coup, dans ta profession notamment, où tu accompagnes les familles dans leur cheminement autour de la parentalité. J'ai un peu comme envie de creuser le sujet-là, que notre vie professionnelle, elle est aussi justement une continuité de notre histoire, de ce qui nous est arrivé. Prenant soin des autres, quelque part, on peut aussi prendre soin de soi. C'est tellement juste, c'est vraiment ça. Moi, je vois bien tout ce qui se vit, tout ce qui se vibre, cette interaction avec les familles. C'est une dimension, je trouve, tellement pure. Il y a vraiment primaire d'être dans ce partage. Je sens qu'il y a une grande guérison qui se fait, mais à travers cet échange, pour moi-même et pour l'humanité tout entière, il y a quelque chose qui œuvre, qui travaille pour penser et adoucir et contenir et embrasser. C'est vraiment ça, soutenir, c'est embrasser. Embrasser tout ce qui est, même les aspérités. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette phrase de changer une essence à la fois ? Changer, 3 petits points,
une naissance à la fois. Parce que ça peut pas se faire autrement que dans la délicatesse. Et la délicatesse demande du temps, demande de ralentir, demande de se pencher, d'observer, d'écouter, de ressentir, d'être vraiment dans une acuité, une sensibilité qui ne peut pas être une machine. Ça ne peut pas se substituer à quoi que ce soit d'autre que à la sensibilité humaine pure. Donc c'est 3 petits points. C'est la présence et le son en fait qu'on peut poser dans chaque action. Et la conscience de chaque pas, de chaque geste, de chaque mot. Est-ce que ça c'est inné ou ça se développe ? Ça se développe. Vraiment. On peut avoir une aptitude et une aspiration, une sensibilité qui fait que on est déjà dans cette qualité-là. Mais comme tout, ça se développe, ça s'entretient, ça se soutient, ça se porte. Et puis c'est l'expérience de vie, en tout cas pour moi, d'être moi-même confrontée en tant que maman, depuis longtemps déjà, au meilleur et au pire de ce que je suis. Parce que c'est vraiment ça, de devenir parent, c'est vraiment ce miroir de notre histoire. Quand tu dis avoir conscience de toutes les parts finalement à l'intérieur de nous, tu dis ça aussi par rapport à cette posture professionnelle, d'avoir conscience de qui tu es, pour peut-être pas projeter ton histoire sur l'autre ? Oui, parce que forcément elle va venir faire miroir. Chaque histoire va venir nous faire travailler sur un aspect de notre propre existence, de nos souffrances, et les faire émerger, les faire remonter à la surface pour regarder, nettoyer, libérer et sentir. Donc ma posture, elle est primordiale parce que je peux facilement me laisser prendre au jeu et amalgamer. Comment tu fais, Amrit, pour justement faire aussi la distance entre ce qui est à l'autre, ce qui est à toi ? Où est-ce que ton histoire, elle se rejoue ? Où est-ce que tu peux la laisser de côté pour être complètement au service ? Mais j'en sais rien du tout, quoi. À chaque fois, je repars à zéro avec ça. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour être tout disponible. Très honnêtement, ça va être à chaque fois de me re-questionner. Tiens, pourquoi je ressens ça ? Pourquoi ça me fait ça ? Ça me parle de quoi ? Et tiens, ça me rappelle ça. Et c'est intéressant. Où est-ce que je me place aujourd'hui dans ma propre histoire qui fait que je peux observer avec un peu de distanciation. J'aime bien ce mot. C'est Brecht, le théâtre, on peut l'avoir, d'être un tout petit peu encore en retrait, pas être complètement pris. Et donc se dire, oh là, la respiration, c'est la clé. Respirer, sentir, accueillir, expirer et laisser glisser comme quelque chose qui pourrait encore un petit peu muer une peau, qui pourrait encore se décoller. Et puis c'est très émouvant d'être témoin de cette période de vie où des couples se rencontrent avec ce projet de parentalité, voir comment ils se placent, comment ils se situent dans ce projet et quelle est aussi leur projection mutuelle et qu'est-ce qu'on peut venir libérer avant l'accueil. Comment on peut faire de la place. Tant c'est un grand chantier, un chantier qui ne s'arrêtera jamais, qui demandera toujours de se re-questionner, de se repositionner et d'aller déblayer encore et encore sur notre propre histoire. Mais l'accompagnement qu'on propose, en tout cas qui se propose, c'est comme une matière qu'on peut s'approprier pour avoir des clés. Et à la fois, on passe par évidemment notre capacité à raisonner, notre intelligence, notre psyché. C'est vraiment notre corps aussi qui va nous raconter ce qui se vit, ce qui se passe. Justement, pour cette transition, je sais que tu proposes aussi beaucoup d'accompagnement par le contact, par le toucher. Et j'aimerais bien t'entendre à propos peut-être de l'importance du massage ou de ce contact. Tu sais, même si on fait l'analogie entre ce contact, dans cet attachement, tu vois, entre la mère et son enfant, et nous aussi en tant qu'adultes, comment est-ce que
on peut peut-être retricoter. En fait, je te demande ça parce que souvent j'observe que dans ces épisodes, il y a des choses qui s'abordent autour des concepts de la résilience ou du soin. C'est essentiel d'aller là-dedans, dans cet espace de ressenti, de kinesthésique. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, coupés entre notre mental, notre néocortex et puis le corps. Comment refaire union, comment refaire alliance et comment pouvoir s'ouvrir et comment pouvoir être traversé par cette grande puissance de la naissance sans être en contact avec ces sensations physiques. Je sens que l'accompagnement, il ne se dissocie pas de cette expérience physique et tactile. Le massage qui m'a été transmis par ma mère, parce que elle-même a fait tout un processus aussi de guérison. Nous sommes une société où on se touche finalement si peu par rapport à d'autres. Donc c'est une démarche nous qu'on doit faire. On n'a pas eu ça dans notre éducation, ou peu. Donc se réapproprier cette conscience du toucher. Et elle m'a massée enfant. Et elle a aussi introduit cette notion du massage dans le domaine psychiatrique. C'était le début en fait. On se disait que le toucher pouvait peut-être libérer et apporter de la contenance, reprendre conscience de son enveloppe, de ses limites. Quand on est soi-même contenante, c'est essentiel aussi d'être contenu. Donc il y a tout ce travail de prendre soin, de toucher, de bouger, de bercer aussi. J'aime beaucoup les bercements. Les bercements et travailler avec le tissu. Il y a plein de façons de toucher, pas forcément que du peau à peau. Il y a plein de façons d'aller à cette rencontre. On peut y aller progressivement, selon l'historique de chacune, pour réapprivoiser ce contact. Ouais. Et en fait, ça s'expérimente. Difficile d'en parler. J'aime beaucoup plus faire ou être que dire. Je sens que mes mains, elles parlent. Mes mains, elles savent. Mes mains, elles voyagent, elles comprennent, elles savent où aller. Mes bras, mon cœur étant reliés à mes mains, tout cet espace-là est vraiment relié au cœur. Donc c'est une communication directe. Il n'y a pas besoin de passer par mon mental. Donc je peux faire confiance. C'est toujours juste. À cet endroit-là, c'est toujours juste. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi de y aller progressivement, tout doucement. C'est vrai que le corps, il a peut-être pas appris et même... Ah oui. Tu sais, je crois que je voulais aborder cette théorie de l'attachement. En fait, John Bowlby, tu vois, qui réinsiste vraiment sur le fait que l'enfant et sa mère, ils ont besoin d'être dans ce contact en fait proximal pour développer aussi quelque chose de sécure. Moi, je prends vraiment conscience plus j'avance là que cette enveloppe, cette contenance, parfois elle me fait aussi un peu défaut, tu sais, parce que il peut y avoir eu cette absence de contact vraiment proximal, mais il peut aussi y avoir eu des choses qui se sont passées, tu vois, des abus, des traumatismes. Et le toucher aujourd'hui, souvent, il est très envisagé que dans l'angle de l'intimité ou de la sexualité, alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas que ça, quoi. Ouais, cette notion d'attachement, elle est essentielle quand on se projette dans le fœtus, même si parfois ce temps de gestation a été écourté pour x, y raison. Il y a quand même... on est tous passés par là. Donc c'est vraiment un lieu de... Quelle que soit la relation, quel que soit l'état psychique de la maman et de son environnement, il y a quand même cette bulle physiologique qui est ultra contenante, ultra moelleuse, ultra douce. La température est la même pour nous toutes, où l'organicité est parfaite. Tous les besoins sont assouvis. La température, la lumière, tout est ajusté pour que cette gestation se fasse à la fois dans le secret et quelles que soient finalement les intempéries extérieures, les guerres, tous les désordres du monde, cet espace-là, il est préservé. Et ça, c'est la sauvegarde incroyable de l'humanité. C'est qu'il y a cet endroit-là, ce temps,
qui est protégé. Quand bébé naît au monde, alors là, c'est le début de tous les possibles, mais aussi de tous les dangers. Donc c'est ultra précieux de pouvoir avoir ce temps de transition, si possible, le plus doux possible, de passer de dedans à sur le cœur, à dans les bras, à ce battement de boum boum de cœur à cœur, et d'y aller à petits pas, tout petits pas. Et je pense que j'ai à cœur de ce moment-là et de le soutenir pour qu'il puisse être le plus respecté, le plus délicat possible. Mais je pense que c'est vraiment lié aussi à ma propre histoire. Moi, je suis née très prématurée pour l'époque et par césarienne, séparée de ma maman. J'ai été transférée dans un autre hôpital avec 15 jours où je ne l'ai pas vue et 2 mois et demi de couveuse, donc un isolement odieux, insoutenable. Je pense que c'est inhumain. C'est un miracle en fait de survivre à cette séparation. Un instinct de vie, de puissance intérieure phénoménal que ont souvent d'ailleurs les bébés prématurés, parce qu'ils ont cette capacité à tout braver. Et donc voilà, c'est mon histoire de naissance qui fait que cet isolement, ce froid, j'ai l'impression que je peux entendre et reconnecter la température, oui, le froid, le silence, le métal, rien d'organique. Et pourtant, c'était certainement la meilleure décision pour moi. Sinon, je pense que le giron, l'utérus de ma mère était pas le meilleur endroit pour que je puisse me développer. Il fallait que je sorte. Il y a la vie et puis il y a aussi la mort en fait. Moi, quand je t'entendais, il y avait ce arriver dans le monde et en même temps mourir du coup, ou cette notion de cyclicité et de timing en fait. C'est intrinsèquement indissociable, cette notion de vie et de mort. Ça peut paraître totalement abstrait et pourtant l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui donne toute la puissance de la vie et toute la beauté aussi de la mort. Et c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne peu ou mal parce que ça fait peur. Et pourtant c'est un passage, c'est les 2 grands passages primordiaux de notre existence. Et j'ose imaginer que l'ultime passage est plus doux que le premier. Et pourtant c'est si appréhendé par tous. En tout cas dans notre société occidentale. Aujourd'hui, les naissances ni les morts sont accompagnées vraiment confortablement. Tu vois, il y a beaucoup d'injustices, ne serait-ce que pour le congé, l'accompagnement, le soutien. Le temps, en fait, entre l'accouchement et le retour à la vie, c'est pareil. Tu sais, il a été décrété il y a quelque temps, là, que quand il y avait un enfant qui mourait, il y avait quelques jours seulement d'absence rémunérée. Enfin, tu vois, ce qui paraît hallucinant parce qu'en fait... le corps, le temps, ces deuils, ils ont besoin vraiment d'espace pour se faire, tu sais, comme la nature, quoi, de chaque saison, d'évoluer. Quand il y a des deuils, là, je crois que ça m'est juste de le dire, mais j'ai des amis qui ont perdu leurs parents. La manne de papier, d'administratif à réaliser tout de suite, maintenant, vite. C'est un enfer, en fait. Et je sais que tu portes un soin vraiment particulier, tu es très dédié, engagé, tu fais plusieurs années que tu formes tes personnes à accompagner ces parents. Et du coup, je sens que à travers ce podcast, il y a ce message aussi là que j'ai envie qu'on diffuse, tu vois, de finalement accompagner les passages, c'est essentiel. Et peut-être que si on en a tous et toutes de plus en plus conscience en fait de cette préciosité, de ce point de passage, et comme tu parlais de cette délicatesse, de pouvoir être aussi peut-être de plus en plus à en avoir conscience pour faire bouger comme ça ces lignes, tu vois. Parce que c'est vrai que bon, toi t'es plus au départ avec les parents, mais quand on se penche sur la question de la fin de vie, c'est... Ouais, le terme odieux, ça m'a parlé. Tu vois, et combien de personnes finalement vont mourir seules ou dans des lieux où il y a tellement pas de soins. Tu sais, je sais plus qui me disait ça récemment, alors c'était une blague. Et c'est pas contre la personne que je dis ça, mais qui disait si vous voulez vous faire de l'argent, clairement investissez dans des EHPAD. Et c'était cynique.
Et en même temps, c'était aussi le reflet de ce qui se passe actuellement, en fait. C'est l'amour qui nous sauvera. Dans tous ces passages, si l'amour s'absente, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de résilience, pas de paix envisageable. Et ce qu'on souhaite à tous, c'est de faire un passage vers la lumière, dans la paix, avec un retour à cette dimension de liberté totale. Et c'est politique, tout ça, que ce soit la naissance et la mort. Tant que nos autorités ne prendront pas soin de la naissance et de la mort, il y a vraiment un travail, mais essentiel à cet endroit-là. Et pourtant, voilà, on ferme en maternité, à tout va, et privilégier des grosses structures, des grosses usines de naissance, dans des hôpitaux qui font tout, qui proposent tous les soins, et complètement déconnant, quoi. Mais il y a en même temps plein de doubles mouvements qui se créent face à cette folie, à cette stratégie. Il y a aussi un désir de réappropriation de ce temps-là, de se remettre en mouvement, de devenir vraiment acteur, actrice de ce passage-là, et de reconnecter avec toute notre puissance, notre sagesse, même si on n'a pas eu des transmissions qui nous permettent d'y croire, engrammées à l'intérieur de nous. Et on peut reconnecter à ça. Et c'est l'invitation qu'on a tous un rôle à jouer. Et je dirais que les parents ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Parce que c'est toujours le consommateur qui va pouvoir faire changer les choses. C'est lui qui peut imposer la société. Mais c'est complexe parce qu'on se sent aussi très démuni, très perdu. On attend beaucoup d'une proposition. Ce que ça m'évoque aussi, c'est quelque chose qui nous arrive à tous dans la vie, c'est l'endroit aussi de cette responsabilité. Où en fait on place souvent cette souveraineté ou cette autorité extérieure de nous, en oubliant que cette autorité, elle est aussi à l'intérieur. Le consommateur, ça évoque aussi l'endroit du pouvoir d'achat, de l'argent. Je me place surtout depuis la France, depuis un endroit vraiment privilégié aussi. Mais de me dire, mais c'est l'endroit aussi de comment je consomme, comment je me nourris. Ouais, quand tu dis les parents, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont à ce moment-là, d'aller trouver cette légitimité à l'extérieur, d'oublier qu'on a aussi ce pouvoir, cette responsabilité, et parfois de se sentir complètement démuni face à un système, alors que ce système, on l'alimente aussi par mon comportement. Et tu vois, dans ma vie, quand je me sens tranquille, contentée, j'ai pas envie de consommer. Des pistes, c'est de recommencer aussi à se questionner et venir prendre soin de qui on est, et on revient à cet endroit de l'enfant contre le sein de sa mère. Il y a tout qui est là en fait, et on revient dans ce contact. On revient dans la simplicité juste de l'existence. Ça me fait penser aussi à la simplicité heureuse. Il n'y a pas de besoin de plus. Et pour ça, il faut avoir une certaine quiétude intérieure. Du coup, une sécurité, un regard, c'est de l'amour, c'est du soutien. Et c'est aussi la communauté qui fait que ça se dépose de manière l'importance d'être bien entouré, surtout dans cette période-là. En fait, les choix qu'on fait par rapport à l'environnement, où est-ce que j'ai envie de mettre au monde, avec qui m'entoure, qui est autour de moi dans cette période-là. Et ça replace les priorités, et ça remet aussi de l'ordre et du sens, pas que dans le système médical, mais dans tous nos systèmes de notre environnement, familial et social aussi. Ouais, est-ce que ça m'évoque quand je te disais l'endroit aussi de la compensation, de la consommation, de ce pouvoir pécunier, mais c'est aussi un des points qui me questionne, c'est l'endroit de la relation en fait. Tu vois, quelle énergie je mets, qu'est-ce que j'accepte aussi comme comportement, parce que juste avant de commencer cet enregistrement, on parlait de l'injustice, ou j'avais aussi l'endroit de la violence, tu sais, mais de se rendre compte aussi si, toujours dans mon postulat, mais l'autorité, elle est pas qu'à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur, mais du coup, cette douceur, elle est aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et pareil pour la violence, ou pour les choses qui nous coupent, en fait. C'est aussi à l'extérieur et l'intérieur, de pouvoir reconnaître le double mouvement. Après, voilà, ça devient un peu philosophique, l'extérieur, l'intérieur, où est vraiment la frontière. C'est pas dans ce podcast qu'on va donner des solutions ou autre, c'est que comme, tu sais, on ouvre un peu des portes
Et puis peut-être ça fait des résonances. Moi, j'ai toujours cette idée que on essaime en fait. Ouais. Il y a plein de façons d'aborder les choses, il n'y a pas une bonne méthode. Il y a des choses qui pour moi se relient et qui sont importantes à nommer. Cette souveraineté intérieure, de ce gourou en fait à l'intérieur. En tout cas peut-être dans ma croyance, mais que chaque enfant qui naît au monde est miraculeux en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait que comme ça, là, dans cet utérus, dans ce liquide amniotique, avec ce placenta, il y a un être comme ça qui se développe pendant des mois, un être qui apparaît sur la Terre, Un miracle. c'est magique. Des organes qui fonctionnent tout seuls, à qui on n'a pas besoin de dire il faut que tu respires, il faut que tu digères, il faut que tu évacues, il faut que tu pompes. Enfin, je trouve ça fascinant. Et moi, ça me tient à cœur, à travers ces épisodes, de pouvoir aussi partager des messages qui peuvent renforcer et soutenir. Parfois, quand on entend des témoignages, ça peut faire réorienter des routes ou des chemins. En tout cas, moi, c'est ma croyance et c'est ça qui fait que je développe autant d'énergie dans ce projet, tu vois, qui est bénévole, que je soutiens, que je fais maintenant depuis 2 ans. Je visualise et je projette un monde où on serait toutes doulas, les uns et les unes pour les autres. Parce que ça fait partie de la nature humaine, en fait, d'être dans cette solidarité. J'aime aussi beaucoup ce soin qu'on peut porter les uns vis-à-vis des autres. Ça me plaît d'imaginer ça. Et que c'est l'endroit où on peut vraiment donner le plus de sens à la vie et à l'existence. D'être d'œuvrer ensemble pour le collectif. On en fait partie. Et un cercle vertueux. Merci Eric Amrit. Merci à chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, qui êtes nombreux, nombreuses, je le sais, je le vois. J'espère que cet épisode aura su vous toucher ou vous trouver un endroit qui peut-être vous soutient ou vous réconforte ou vous accompagne. Merci de partager, de diffuser, de soutenir cette réalisation, cette démarche. Parce que sans vous, finalement, ça n'a pas de sens. De cœur à cœur, Chloé. Merci.